ce qui est énorme, c'est qu'ils arrivent à faire plein de trucs qui marchent aussi bien. L'éthique, si tu veux, c'est cool, tu vois, parce que même en Californie, il y a des saisons. Et alors, est-ce qu'il y a, François, est-ce qu'il y a des annonces de services? Oui, particulier. On a un speaker qui n'a pas encore été annoncé pour décembre. Oui. 1er décembre. Oui. Là, Lulio. Ah, je l'ai encore pas vu. Voilà, je vais le rencontrer la semaine prochaine pour préparer le fête de la vision. 1er décembre. 1er décembre. Enregistrez-vous le site dvf.com. Ça marche. Éteignez vos... Une fois de plus, vous verrez, c'est un entrepreneur intéressant. Alors ce soir, l'entrepreneur intéressant que nous avons, c'est Michel Meigel. Alors Michel, tu es né à Colmar. Exactement. Et tu m'as dit que ta maman s'occupait des fils d'or, des transistors, parce que pour les vieillards comme moi, il y a eu une époque où un transistor, il y en a 3 milliards sur un processeur de l'iPad, mais où un transistor c'était un événement. Et avant de travailler chez ITT, qui s'occupait d'être sûr que les transistors allaient bien 3 pattes en or. Ton père était technico-commercial, vendait des matériaux de construction. Tu fais Sudic? Oui. Ça a été dur, les fils Sudic? C'est génial. C'est génial comment ça fait bien. Tu pouvais faire l'école buissonnière. Ben, comme ma mère en fait travaillait en Allemagne et partait de la maison à midi et revenait à minuit, et mon père rentrait lui à 7h le soir, en fait j'avais toute une période entre 4h et 7h où je faisais ce que je voulais. Ah. Ça c'est quand même franchement. Et qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps-là? Et ben très vite je faisais de la programmation. Bien évidemment. Grosse surprise. Et tu programmais un Texas Instruments? J'ai commencé sur un TI 99 4A. À l'époque, ça c'était quand même pas facile. Et après je suis passé sur l'Apple II GS. Machine bizarre. C'était un peu contemporain. Ouais. J'ai des souvenirs là-dessus, c'est une machine mal conçue. Bill Gates est arrivé quand je suis arrivé aux États-Unis en 85. Bill Gates est venu voir l'équipe qui faisait l'Apple II GS. On ne fera jamais de logiciel pour ce produit-là. Donc ça a été la fin. Ça a été la fin de l'Apple II GS chez Apple. Moi j'en garde des super souvenirs. Oui. Évidemment, s'il y a des obstacles pour des surpasses. Et tes couleurs, exactement, déjà. Rien de ça, il y a de la couleur. Il y a de la couleur. de 16 bits. Presque. Alors, tu as fait de bonnes études classiques, tu as fait une prépa là-dessus. C'est de la Clébert à Strasbourg. Pourquoi ça fait Clébert? C'est dans les héros locales. C'est un maréchal. Un général. Maréchal d'Empire. Maréchal d'Empire. Et alors là ça devient assez amusant, tu m'as raconté, donc tu as fait Hippoto, tu as fait Tau, et on t'a dit non, écoutez, il faut réessayer, parce que vous savez, les concours aux grandes écoles, la première fois, une chance sur deux de prendre une claque, et donc on t'a dit non, il faut faire 5,5, c'est-à-dire ce que tu considérais toi comme redoublé, mais dans le monde des taupins, 5,5 c'est quand même assez noble quand même. C'est pas si rédhibitoire. Et tu as entendu parler de l'école, comment ça s'est passé? Pas compris. En fait, la réalité, c'est que je suis allé faire les euros des ENSI, et aux euros, j'ai gagné 1500 places ou un truc comme ça, et je me suis retrouvé avec des écoles qui devenaient à peu près correctes, dont une qui s'appelle l'N7.
et qui m'a écrit chez moi avec la plaquette. Et un jour à midi, je reçois la plaquette. T'as gardé la plaquette? La fameuse plaquette. Tu l'as gardée? Je l'ai regardée. J'ai regardé la couverture, il y avait faites votre 3e année à l'étranger. Et derrière, il y avait une photo avec une salle pleine d'ordinateurs. Donc là, je me suis dit, non mais. La pornographie. Et là, je me suis dit, bon, allez, quand même, je peux pas laisser passer ce truc-là, quoi. Donc, il était midi, ma mère venait de partir au boulot. J'ai pris un papier, j'ai dit, regarde, je vais aller voir cette école. Et je suis allé sauter dans un train. Comme j'ai fait chez moi jusqu'à Paris, puis ensuite Paris, Toulouse, exactement. Et je suis arrivé à la fin avec le train de nuit, en fait, à 7h du mat à la gare de Toulouse. Je suis allé à l'école, j'ai ouvert la porte. Bonjour, bonjour. Et là, il y avait 5 professeurs qui discutaient et je leur dis, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je devrais venir dans votre école? Ils me regardent comme ça. Ça dépend, vous avez le choix entre quoi et quoi? Et je leur dis, c'est simple, soit je viens dans votre école, soit je fais 5 demi. Et là, du coup, il y en a un qui m'a dit, allez, venez dans mon bureau, c'était Philippe Rodriguez, voilà, le directeur du département informatique, et qui m'a fait visiter les salles informatiques et tout ça. Bon, pas forcément les sex toys. Ouais, exactement. Et là, au bout d'une heure, Non, c'était un bon, autre c'est livre. bon, je viens. Hein? Et du coup, j'y suis allé comme ça, c'est comme ça que j'y suis allé. Je suis entré chez. C'est un enseignement en 3 ans. En 3 ans, hein. La dernière année, dans cette école, on a eu l'opportunité vraiment de la faire beaucoup en entreprise. Et donc, tu t'es retrouvé Chez monsieur là-bas, quoi. Chez Redream. Voilà, chez Redream, je me souviens très bien. C'était vrai, c'était en 94. Exactement. Il était vraiment parti à l'étranger. Donc j'ai fait tout ce qui avait marqué de la plaquette. Comme quoi, toutes les plaquettes ne mentent pas. Non, on fait pipoter un peu parce que quand t'es rentré, il l'avait pas encore fait. Ouais, mais bon, écoute, Il se projetait dans l'avenir. C'est pas grave, ça voilà, ils ont réussi à pivoter au bon moment pour remplir leur offre. Et du coup, je suis arrivé en 94, je m'en souviens très bien. On est arrivé à l'aéroport. Il y avait c'est Pierre Berkaloff qui était venu nous chercher. Il nous a amenés dans les bureaux de Redream et on est rentré dans un cubicule de 1 mètre sur 1 mètre. Et il y avait des pièces détachées d'ordinateur par terre. On dit bon voilà, montez votre ordinateur. Et voilà, et on venait d'arriver depuis 2 heures à peu près, quoi. Et c'est comme ça que ça a démarré, effectivement, une année aux États-Unis où j'ai découvert la start-up, comment ça fonctionnait, parce que maintenant tout le monde sait ce que c'est, mais à l'époque, c'était quand même, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et puis c'est vrai qu'on avait un peu de chance, parce que comme les fondateurs étaient français, on entendait beaucoup de choses, puisqu'ils discutaient entre eux, on voyait un petit peu. Ils parlaient de certaines. Avec le volume, voilà. Et dans certains cas, on les voyait qu'ils allaient dans une salle entre Français, là. Je sais pas ce qu'ils faisaient, mais il y avait beaucoup de cris qui sortaient. Alors c'était rigolo parce qu'on voyait tous les Américains qui les voyaient, qui se décomposaient. En disant, ça y est, on est viré, la boîte est fermée, c'est terminé. Et puis nous, on rigolait. Puis bien sûr, une demi-heure après, oh salut, ça va. Ça, c'est quelque chose que les Californiens, surtout les Californiens qui sont passifs-agressifs, ont du mal à comprendre chez les Français. C'est 2 ingénieurs vont s'engueuler, et puis on va collaborer. Et je me souviens en 85 où je suis arrivé, et je disais aux ingénieurs, ton truc c'est de la merde. Et derrière, il y a les restes humains, HR, qui disaient mais non, il ne faut pas traiter les ingénieurs comme ça. Je dis mais c'est mauvais, c'est de la merde ce qu'il faut. Non. Je peux pas dire comme ça. Ça a duré combien de temps l'aventure? Chez Redream, ça a duré un an, un petit peu plus d'1 an, légèrement plus d'1 an. Après, quand je suis rentré en France, j'ai encore bossé avec eux parce qu'ils avaient vendu un de leurs logiciels à Corel Draw. Il fallait un peu le repackager, donc je faisais ça depuis la France. Et puis, et alors, en même temps, aux États-Unis, du coup, chez Redream, j'ai rencontré d'autres personnes qui travaillaient eux aussi chez Redream, et ensemble, on a eu, au 1er avril 95, donc on avait codé ça dans ma salle de bain, du coup à Mountain View. On avait lancé un site qui s'appelait The Virtual Baguette. C'était un site d'humour et de divertissement à l'époque qui présentait la France vue par le petit bout de la lorgnette. Et ça avait eu un succès absolument imprévu, puisqu'on a eu la 4e de couve de Libération,
On avait Science et Vie Micro à l'époque, qui était un super gros magazine en France, qui nous avait demandé de mettre notre site sur un CD-ROM, bien évidemment, parce que c'était quand même plus facile pour regarder que d'aller le voir en ligne et ainsi de suite. Et basé sur ça, et ce qu'on avait, Il y avait un grand dessinateur. Voilà, avec un grand dessinateur, exactement. C'était Simon Léturgier, le dessinateur, exactement. C'était Jean Léturgier, le scénariste, voilà, qui était un copain d'Eric. Et on est rentré et... Eric, comme vous le savez, est un grand spécialiste de la bande dessinée. Si vous voulez des renseignements sur la bande dessinée, vous avez l'érudit ici. Et en fait, on est rentré en France principalement parce qu'on avait le service militaire à l'époque. On n'avait pas réussi, on s'était pas bien débrouillé. Pas tapé la raison. Non. Tu aurais dû venir me voir, je t'aurais expliqué comment j'ai fait. Ouais, je sais Ah pas. oui, il aurait pu le demander. Hein. Et du coup, on a créé la boîte donc, qui est devenue Multimania par la suite, le 1er septembre. Alors au début, c'était, on va dire, une société qui faisait de l'édition de sites d'humour et de divertissement. Et donc on s'appuyait d'abord sur The Virtual Dog. On avait réussi à signer un accord de coproduction avec Lagardère Active en 95. Enfin, on avait réussi à pas mal de choses. Et petit à petit, ça a évolué. Quand on a fait une opération avec IGF France, donc Nicolas Elbaz là-bas, puisqu'on a fusionné avec une société qui s'appelait Migal, qui était un site d'hébergement grand public. Et en fait, Multimania a pivoté comme ça, on a revendu un bout de ce qu'on faisait avant, enfin bon, on faisait déjà des pivots à l'époque, hein, et on est devenu un site d'hébergement gratuit, une sorte de site de communauté gratuite. Le modèle le plus proche ici aux États-Unis s'appelle GeoCities. Oui. Et alors là, on a eu le hockey stick très rapidement, hein, puisque on était là, on était en 98. Alors, petite anecdote juste, je reviens juste un tout petit peu en arrière. Quand même aussi en 96, on a levé des fonds en France. On avait 2,6 millions de francs à l'époque. Et je suis toujours persuadé encore aujourd'hui qu'ils ont levé ça, qu'on a levé cet argent basé sur un quiproquo. Parce qu'à chaque fois on racontait qu'on était chez Raydream et je pense qu'ils pensaient qu'on était parmi les fondateurs de Raydream. Alors bien évidemment, nous on disait jamais rien. Ouais, j'ai eu un coup de fil moi de Sophie Nova comme ça pour vérifier. Bon, nous on disait rien, on se disait ouais, ça se trouve c'est quand même vachement loin à l'époque, ils communiquent pas bien quoi. Et donc du coup c'est Sophie Nova en fait qui avait investi de l'argent chez nous. Bon les valos c'était pas du tout la même chose que maintenant hein, malheureusement, mais bon malgré tout c'était quand même ici. Voilà, tout ça pour dire que... Et alors un site d'hébergement gratuit mais tu gagnais de l'argent comment? Alors l'idée c'était, à l'époque on s'appuyait beaucoup sur l'audience qu'on créait, puisqu'en fait avec cette audience on avait ce qu'on appelle une pénétration de 25% du marché français, ce qui veut dire qu'un internaute français sur 4, début 2000, passait au moins une fois par mois sur un des sites hébergés par chez nous ou nos sites à nous. Et le modèle au départ était vraiment basé sur la publicité, sachant qu'à ce moment-là la publicité n'existait pas. Hein. On a fait la première campagne en France de US Robotics. À l'époque, hein, c'était une bannière comme ça, c'était assez rigolo. Et ensuite, on a fait de l'e-commerce aussi, le début de l'e-commerce. Donc, on permettait aux marchands de trouver des clients. Alors, ce n'était pas encore aussi structuré que ça. Et en fait, là où le modèle est vraiment devenu rentable, malheureusement, c'était un peu après qu'on l'ait revendu à l'Icos Europe, puisqu'on l'a coté en bourse puis revendu à l'Icos Europe. C'est là combien 220 millions d'euros. Le market price, alors c'était en titre. Il y avait un léger petit biais. Ça flux up, ça flux down. Ouais, voilà. Mais là, on a déployé tout ce qui est service payant d'hébergement. Et alors là, c'est devenu une machine à cash, puisqu'en gros, tout ce qui est nom de domaine, hébergement gratuit, nous, on avait une masse critique sur le marché qui était énorme. Et c'est un super business model. Alors, ça devient un peu plus difficile sur les marges en ce moment, mais grosso modo, quelqu'un qui a acheté chez vous son nom de domaine, son hébergement, si vous ne faites pas trop de bêtises, il y a des choses qui s'en allent plus jamais. C'est perpétuel. C'est perpétuel, le nom de domaine notamment, c'est assez perpétuel. Et donc tu as vendu ça à l'Icos. Voilà, l'Icos nous a racheté, on peut plutôt le mettre comme ça, puisqu'on était coté à l'époque. C'était vraiment une offre publique d'échange, alors il y avait un bloc de contrôle, c'était assez compliqué, c'était des négociations mythiques. Hein. Tu as fréquenté des avocats? Ah ouais, j'ai négocié la nuit. J'ai négocié la nuit, on a obtenu la signature du mec, parce qu'entre-temps, l'Icos Europe a été racheté par Telefonica pendant le cours du process de vente. Et on devait obtenir la signature du CEO de Telefonica. Alors là, c'est une anecdote complètement dingue.
C'est-à-dire que tout le deal est signé, imaginez, il y a 20 personnes dans une salle qui sont d'accord, il faut obtenir l'accord de ce gars-là. Sauf qu'on ne sait pas où il est. Donc là, ils nous disent, on a réussi à le traquer par un de nos banquiers qui nous dit en fait, il a pris un avion, il arrive à Boston tel jour, il faut aller, pas de problème, on va faire avoir quelqu'un de notre bureau qui va lui porter une lettre et qui la donnera à l'aéroport pour lui dire, ben voilà, merci de donner votre accord. On attend le coup de fil, bien évidemment, on a l'heure à laquelle il arrive et tout ça. On reçoit le coup de fil et là, est-ce que tu as donné la lettre? Oui. Est-ce qu'il l'a ouvert? Non. Le mec, il a pris la lettre, il s'est barré et on n'a plus de nouvelles de ce gars. Putain merde, on est complètement bloqué encore. Donc là, on refait fonctionner la machine pour trouver où il est. On trouve l'hôtel dans lequel il est. Donc on envoie quelqu'un dans l'hôtel. On dit bon, allez, on va nous trouver le mec. Le mec, on arrive, il n'a pas check-iné quoi. Putain, c'est pas vrai quoi. Donc là, on se dit, il a dû aller bouffer. On envoie le gars au restaurant. Au téléphone. Non, mais au téléphone. Et là, on dit le mec au téléphone, enfin la personne sur place dit bon bah, il va voir le mec au restaurant en disant excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire une annonce? On cherche monsieur je sais plus quoi. Et le mec dit ah bah non, désolé, nous dans notre hôtel on peut pas faire d'annonce quoi, c'est pas possible. Le mec il dit c'est pas possible quoi. Et il voit un paquet de clopes sur une table, il se dit ce mec là, je suis sûr. C'est pas un américain, donc il va voir le mec avec le paquet de clopes et c'était le gars qui était espagnol. Et là, il a pu lui présenter la lettre, il a ouvert la lettre, il a signé le truc. Et le... Ouais, quand même, il faut mettre de l'énergie. Hein. Chez les scouts, il y a un certain nombre d'entre nous qui ont été pour les scouts, il y a des badges de brevets. Ça, c'est le brevet d'entrepreneur. Brevet closing. Tu peux y aller. Très bien, très bien. Et ça t'a enrichi un peu, ça? Écoute, ça m'a enrichi un petit peu. Pas tant que ça aurait pu l'être, parce qu'entre le moment où on a effectivement vendu et le moment où on est ressorti du lock-up, le titre avait pour le coup bien plongé. Et donc on a gagné de l'argent, mais pas autant qu'on aurait pu en gagner, d'une certaine manière. Et donc ça aurait été bien de ne pas le trouver au resto. Et j'aurais aussi pu ne pas le trouver. Oui, c'est ça, j'aurais pu ne pas le trouver, t'as raison. Et donc, peut-être qu'en fait, ça aurait été mieux. Et donc, tu as, comme disent les Américains, servi ta peine. C'est-à-dire que tu es resté suffisamment longtemps pour... Après, c'était une autre histoire, parce qu'en fait, Lycos, qui nous avait racheté, avait aussi racheté 3 autres boîtes. En France, rien qu'en France. Hein. Donc, c'était Spray, Caramel, enfin, dans 2 autres boîtes, Spray, Caramel. Lycos et Multimania. Et là, nous, on était la société la plus grosse, et donc c'est nous qui devions consolider les autres. Donc là, c'était une autre histoire, parce que là, il y avait des redundancies partout, hein. Il y avait 4 comptables, bien évidemment, on n'avait pas besoin de 4 comptables. Et puis, il y a des mecs qui sont barrés de partout. Donc là, j'ai eu l'occasion de faire un plan social à la française, chapitre livre 3, livre 4. J'ai eu les syndicats à l'entrée du bureau qui faisaient du tractage pour les salariés, c'était assez mythique. Donc je l'ai fait la période, mais après j'ai dit, bon, par contre, on vise juste, on fait une réduction parce qu'il faut la faire, il faut être objectif, voilà, ça va pas marcher sinon. Mais après, pardon? Les syndicats n'ont pas enfermé? Les syndicats n'ont pas enfermé, franchement, on a réussi à négocier de manière la plus intelligente possible, hein. C'est pas forcément toujours évident, là aussi, on va en discuter plutôt offline, je pense. Voilà. Et voilà, en disant bah, si on se lance par contre, et derrière on se relance. Et moi j'avais proposé une stratégie qui était un peu une stratégie à la M6, parce qu'on s'était aperçu qu'en France, toutes les sociétés du groupe étaient leaders en France sur le secteur des 15-30 ans en gros. Et l'idée c'était de se focaliser sur cela en disant bah, il faut qu'on soit leader là-dessus, et puis après on grandit avec l'audience, de manière à avoir une stratégie un peu à la M6 qui est quand même possible comme ça à devenir. Je suis allé en parler au président de l'Icosor qui s'appelait Christophe Mohn, le fils de Rein, qui est toujours d'ailleurs le fils de Reinhard Mohn, le fondateur de Bertelsmann, donc il est plutôt là, on va dire, parce qu'il est le fils de par autre chose, et il m'avait dit, Nine, our strategy is Beagle. Qu'est-ce que c'est Beagle? Beat Google. Et là, on était déjà en 2001, donc voilà, c'est vrai que c'était pas encore très très gros quoi, comme aujourd'hui, mais malgré tout, oui, ils sont encore là-dessus. Ils sont encore là-dessus, le terme de recherche. Ils ont racheté Quant, Axel Springer a racheté le moteur de recherche français Quant. Oui, je sais. Bon, en tout cas, je suis parti de ce meeting en me disant bon, bah ça y est, je vais aller faire autre chose.
Ouais, bonne idée. Et donc, tu allais faire quoi? Smaller. Quoi? Smaller. C'est moi. Je suis allé. Déjà, je suis parti le 1er janvier. Je crois que le 26 janvier, j'ai eu ma première fille, donc j'ai passé un peu de temps avec elle. Il y a 12 ans maintenant. Qui a 12 ans maintenant. Et en parallèle, j'ai travaillé dans une ONG qui s'appelle Planète Finance, qui est dans tout ce qui est Attali. Ouais, ça fait déjà Attali. Et du coup, j'ai passé 6 mois, 1 an, à peu près à mi-temps, à travailler sur des problématiques un peu de donation grand public, tout ça. Donc c'était très intéressant. J'ai appris plein de choses, mais j'ai aussi appris que j'étais pas forcément fait pour ça. C'était bien de l'avoir fait, mais je me voyais pas faire 25 ans là-dedans. Il y avait des gens très talentueux dans l'association, mais moi Le talentueux, pourquoi? Bah non, d'accord. Bon. Commençons pas. non, il y en a qui sont vraiment, Arnaud Ventura, notamment le DG de cette association, il est brillant, quoi. Ils ont réussi à développer l'association, ils font plein de choses en Chine, dans le monde entier. Enfin, ils ont réussi à faire évoluer même le cadre juridique, parce que c'était compliqué, en plus en France, évidemment, d'être une banque, même une banque des pauvres, il fallait avoir entre guillemets des critères de banque pas des pauvres. En fait, c'était un peu compliqué. Mais ils ont réussi à faire évoluer le cadre, et du coup, maintenant, ça fait quand même pas mal de choses assez sympathiques. Donc, tu as fait ça pendant. Non. Et donc, tu as pris la mesure de ce que tu ne voulais pas faire. Et tu as décidé de faire quoi après ça? Mais après, j'ai pris une bière un soir avec un de mes ex-associés qui était aussi du coup chez Eric, Olivier Ekman. Et on s'est dit, bon, recréons quelque chose ensemble, c'est pas possible. On a envie, voilà, le virus de l'entreprise, quand il est là, je pense qu'il est là. Et là, on est rentré dans une phase de phosphorescence sur qu'est-ce qu'on peut créer, quoi. Donc ça c'était assez rigolo parce que la première boîte qu'on a créée, on n'a jamais réfléchi à ce qu'on faisait d'une certaine manière, quoi. C'était complètement intuitif. Et la deuxième, on s'est dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et effectivement, on a regardé plein de business models, on a regardé le Wi-Fi à l'époque, parce que c'était le tout début du Wi-Fi, donc il y avait plein de questions. Est-ce qu'il y aurait des réseaux Wi-Fi? On a regardé les RFID aussi, c'était le tout début des RFID. Et finalement, on s'est approché on s'est dit qu'avec le haut débit, il y avait toute l'industrie de la télévision qui allait être chamboulée d'une manière ou d'une autre. C'était le tout début de la DSL, on était en 2003, et on a lancé une boîte sur cette promesse-là. Alors comme on était très, on réfléchissait beaucoup plus, on a tout de suite lancé un truc avec un business model qui rapporte du cash. Donc on a fait un système avec des SMS, où en fait on allait voir les chaînes de télévision françaises et on installait des serveurs chez eux. Et on pouvait gérer à distance des programmes de Call TV, donc ce qui était des bots, des chats, des choses comme ça par SMS+. Et le SMS+, c'était un business model super, puisqu'à chaque fois qu'un spectateur envoyait un message, nous on gagnait un certain nombre de centimes. Et comme on avait de l'audience gratuite, puisqu'après on repartageait avec les chaînes de télévision, on n'avait aucun coût de distribution. Donc on avait Une bonne marge. une belle marge, voilà, correct. Donc ça nous permet de décoller, de démarrer très très vite, sans consommer de cash, quoi, quasiment dès le départ. Ça s'appelait comment cette boîte? Ça s'appelait, au départ ça s'appelait Pulse Vision, et après ça a évolué vers Kewego. Et Kewego, parce que, on va passer les détails sur comment on a trouvé le nom, mais en fait on a pivoté à un moment parce que du coup on s'est aperçu que le modèle SMS+, il était très bien pour démarrer, il était très rentable, mais en fait il plafonnait à un moment. Parce qu'en gros, dès que les opérateurs commençaient à remarquer qu'on générait beaucoup de blé, bon ben voilà, ils savaient qu'il y avait 2-3 trucs un petit peu difficiles à droite à gauche et tout ça, donc il fallait un peu louvoyer entre les trucs. Et du coup on a évolué, on a réutilisé une partie de la techno et on est devenu une plateforme de diffusion de vidéos sur internet. Une sorte de YouTube professionnel. Il y a un comparable aux US qui s'appelait Brightcove, qui s'appelait toujours Brightcove, qui est coté. Et on est devenu le leader, je dirais, en Europe, en France, Espagne, on était vraiment leader. Allemagne, on était, on va dire, côte à côte avec un acteur local. Et en Angleterre, on s'est complètement planté, quoi. On a essayé de se lancer là-bas et on a choisi les mauvais au départ et on s'en est rendu compte trop tard. Ça a été, on a beaucoup appris, mais du coup, voilà, on a développé cette boîte. En 2007 ou 2008, il y a eu le petit refroidissement économique aussi qu'on a réussi. Donc là, très vite, on s'est mis à l'équilibre. On a aussi plus d'expérience, donc on va plus vite
pour faire les bons choix, ils se remettent droit. Et puis on a revendu la boîte en 2011 après un groupe qui s'appelait Kit Digital, une boîte qui était cotée au Nasdaq à l'époque, qui depuis a changé de nom, s'appelle Pixel maintenant, qui était le plus gros acteur mondial de tout ce qui était télévision IP à ce moment-là. On a fait un deal. Alors cette fois-ci en cachet action. Quand même un petit peu grandir, on n'a pas réussi à faire encore 100% cash, peut-être une prochaine fois. Et dans la partie action, on a mis un floor, donc de manière à ce que si le titre descend trop bas, on puisse sortir du local. On essaie quand même d'apprendre un peu de on a fait plus d'argent sur la deuxième boîte au final que sur la première, Et donc, ça, même si la session était en volume bien inférieur. Et c'était en 2011, janvier 2011. Et là, tu décides de faire quoi? Alors là, je fais pendant un an, je vis dans un avion, en fait je coordonne toutes les équipes produits cloud dans le monde entier. Donc c'est là que tu es allé en Chine? Non, pas encore. Là je suis allé à Atlanta, à New York, à York, à Londres, en République tchèque, à Prague. L'Inde, je ne suis pas allé, j'ai dit bon, débrouillez-vous. Et pour coordonner les équipes. Et après, au bout d'un an et demi, bon, je suis parti. Et là, je me suis dit, ça fait 2 boîtes que je crée, les 2 fois je vais me faire acheter par des Américains, ça suffit. La prochaine fois, je crée tout de suite dans un environnement, on va dire, au moins anglo-saxon. Donc là, pour plein de raisons personnelles, on s'est dit d'abord, on va essayer de regarder en Angleterre, parce que c'est plus facile, pas de visa, c'est plus facile avec l'Eurostar, maintenant ça arrive. Et en fait, on a eu des jumelles, donc numéro 2, numéro 3, on va dire juste à ce moment-là, et ma femme m'a dit, bon, t'es gentil, mais on va arrêter les conneries là. Bon, tu vas rester à la maison un petit peu, parce que là, il faut quand même qu'on s'occupe du trafic. Donc j'ai dit, bien sûr, chérie. Je le dis toujours. Et c'est là, effectivement, que le fondateur de Viadeo, Dan Serfati, en fait, m'a contacté en me disant, écoute, on vient de lever 25 millions d'euros, on est nulle part dans le mobile, est-ce que ça te brancherait de nous rejoindre et voilà, tu crées ta start-up dans la start-up pour lancer le mobile. Et là, comme mon projet en Angleterre venait d'être légèrement décalé dans le temps, s'inédié, je les ai rejoints et franchement c'était très intéressant. Parce que c'était la première fois que j'allais dans une boîte que je n'avais pas fondée, on va dire, à l'exception de Raydream. Donc c'était quand même toujours un sujet quand on est entrepreneur, comment je me développais. Et en fait ça s'est super bien passé. On a pu déployer une équipe, une stratégie très vite. La croissance a été au rendez-vous. 6 mois après, je crois qu'on faisait déjà x5 sur le trafic par rapport à ce qu'il y avait en Paris. Alors franchement, je suis très humble là-dessus parce que je pense qu'effectivement, on a fait les bonnes choses, j'ai fait les bonnes choses, mais en même temps, c'était un peu le sens de l'histoire. On s'est juste débrouillé pour bien prendre la bonne bretelle d'autoroute dans le bon sens. Et il y avait notamment une filiale en Chine, donc effectivement, grosse filiale. Et donc, pendant 6 mois, j'ai fait une semaine par mois en Chine. C'était assez intéressant pour découvrir le marché. Et on a fait un acqui-hire d'une équipe mobile en Chine. Et ça aussi, c'était assez intéressant. Parce que la négociation, voilà, entre ce qu'on écrit dans le contrat et ce qu'en fait on a réellement en tête qu'on va faire après, c'est pas forcément toujours pareil. Mais bon, j'ai appris beaucoup dans cette période. Tu ne peux pas faire concurrence à Zuckerberg. Non, je parle pour le chinois. Non, franchement, c'est super dur. J'essaie de faire apprendre le chinois à ma fille déjà. Mais moi, je pense que lui, il s'est marié à une chinoise en plus. Oui, mais il s'est marié à ce qu'on appelle une ABC, c'est-à-dire American Born Chinese. Son épouse, Priscilla, est née dans le Massachusetts. Donc elle est d'ethnie chinoise, elle est née aux États-Unis. Mais il s'est donné comme but de parler mandarin. Il est allé parler à des étudiants en Chine. Alors les snobs se sont moqués de lui. Allez-y. Oui. Allez-y. Donc les Chinois étaient évidemment, c'est toujours pareil, quel que soit le pays où vous allez, si vous faites l'effort de parler la langue mal, il y a une sorte de bienveillance quasi automatique chez les gens pour ok, donc ça a duré combien de temps en Chine? Chez Viadeo et la Chine, ça dure à peu près 1 an, 15 mois, un truc comme ça. Et puis à un moment, j'ai trouvé que ma mission était remplie et puis j'avais envie de partir en fait. Partir et de revenir ici. Donc
donc c'était en décembre l'année dernière. Du coup, je suis revenu en décembre, j'ai revu notamment Nicolas et puis quelques autres de la diaspora ISDNet, là, Christophe Bach notamment, puis qui m'ont expliqué comment on pouvait faire pour venir ici, le visa E2, tout ça, et puis du coup, hop, on a lancé le truc. Dès janvier, je suis revenu, j'ai créé une structure aussi, système autour du visa E2 pour pouvoir bénéficier d'un visa de travail de 5 ans. Et du coup, on s'est installé avec ma femme et mes enfants au mois d'août à San Francisco. Voilà. Et donc tes enfants vont à l'école Ils vont à l'école, à la French American International School. Tu m'as raconté une histoire intéressante sur ta fille aînée, parce que pour les petites jumelles, pour elle, c'est pas compliqué. Mais elle qui a 12 ans, ses amis, etc. Et raconte-nous un peu ce qui s'est passé quand elle a fait venir une de ses... Oui, en fait, on a fait venir une de ses copines là, pendant les vacances scolaires, qui était sa meilleure copine de France. Et du coup, la première semaine, on est allé en vacances avec elle, on a fait plein de trucs. La deuxième semaine, ils sont allés en classe, elle est allée en classe avec sa copine. Une sorte de shadow, là. Et du coup, c'était assez rigolo, parce que du coup, il y a certains cours qui pour elle étaient très difficiles, notamment son cours de chinois. Parce que du coup, le prof de chinois ici, il est vraiment chinois, alors qu'en France, pas forcément. Et deuxièmement, quand on lui pose en cours, du coup, il ne parle plus chinois, et ensuite, quand on lui pose une question, il répond en anglais. Et bon, ma fille n'est pas encore complètement bilingue, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, c'était super dur pour elle au début. Je me souviens, quand elle est rentrée le premier jour, tu te rends pas compte, papa, je vais jamais y arriver, quoi. Et là, elle est retournée 2 mois après avec sa copine. Et là, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle, maintenant, elle comprenait, pas tout, quoi, mais on va dire, une grosse partie de ça, alors que sa copine ne comprenait rien. Et d'une certaine manière. Sa copine qui apprend chinois. Sa copine qui apprend aussi le chinois en France, dans la même classe, enfin l'année dernière dans la classe. Et du coup, elle a d'une certaine manière, je pense, matérialisé ses progrès. Et j'ai l'impression que ça a débloqué quelque chose. Donc on va voir, je pense que le chemin est encore long, mais c'est assez simple, c'est assez rigolo dans le process psychologique en fait. Et pour ton épouse, c'est difficile Ouais, je pense que c'est assez difficile là, pour elle. Tu m'as dit qu'elle écrivait des livres. Elle écrit des bouquins, tout à fait. Publiés chez Erol. Chez Erol, tout à fait. Exactement. Une maison d'édition que je connais. Elle écrit des livres sur le développement personnel. Tout ce qui est développement personnel, plutôt féminin, et là elle a sur un nouveau livre là, qui sera unisex. Voilà. Et du coup, effectivement, c'est. Alors, le truc sympathique, c'est que du coup, ce métier qu'elle prend, je dirais, à plus grande échelle là, depuis 2 ans, il est très bien parce qu'il nous permet de venir ici quand même dans de bonnes conditions, parce qu'elle peut écrire ici comme elle pouvait écrire en France. Alors elle, par contre, elle n'a jamais vécu vraiment à l'étranger. Elle parle anglais, mais elle n'est pas, pas fluente non plus, quoi. Donc il y a encore cette étape là de trouver plus d'aisance dans la langue, et en même temps de comprendre les différences culturelles que nous connaissons tous ici. Mais voilà, il faut un peu se mettre au diapason sur tout ça. Mais bon, on a eu la chance de pouvoir bien préparer notre venue d'une certaine manière, hein, parce qu'on a mis 6 mois tranquille pour le faire. Faire le visa, de trouver où atterrir en étant ici, d'inscrire les enfants à l'école. Enfin, on n'a eu aucun problème sur tous ces trucs. Et tu fais quoi maintenant? En fait, je fais 2 choses. D'une part, j'ai un bout de mon travail. En fait, peut-être on commence. En fait, je me suis dit que j'avais pas forcément envie maintenant de recréer quelque chose de zéro moi-même, mais plutôt de travailler avec différents entrepreneurs, porteurs de projets, pour d'une part bénéficier moi de leur énergie et de cette envie que je trouve notamment les first-time entrepreneurs, presque de cette folie d'une certaine manière, quoi, qui est super excitante, et en même temps dans l'autre sens, amener moi l'expérience que j'ai eue. On n'a pas forcément les meilleures idées, mais je dirais que généralement on fait un peu moins de conneries, quoi. On se rend compte plus vite que quelque chose n'est pas forcément suffisamment porteur, ou qu'il ne faut pas forcément aller dans ce sens. Et du coup, j'ai deux casquettes aujourd'hui, l'une tournée vers la France, donc, où j'aide notamment une entreprise aujourd'hui française à essayer de s'installer ici. C'est une entreprise qui s'appelle Coding Game, qui est une plateforme qui s'adresse aux développeurs et qui en gros permet à ces développeurs de jouer et de s'amuser en résolvant des problématiques de programmation complexes dans différents langages,
voire en faisant des jeux multijoueurs. C'est-à-dire que chacun code un programme et les programmes se battent entre eux. Et du coup, on est vraiment dans la tendance actuelle d'avoir de plus en plus de code partout. Et je dirais que voilà, on sent une petite inflexion, puisque là, au mois d'octobre, ils ont fait quand même plus de 11 000 nouveaux codeurs du monde entier. C'est ça qui est assez rigolo. Il y a un côté espéranto des langages de programmation qui fait que c'est assez marrant. Il y a des Japonais qui sont venus, on n'a jamais rien fait au Japon. Un jour, il y a 1500 Japonais qui sont arrivés. Pareil en Russie. En Russie, ouais, il y a un gars qui a monté un club Facebook où il fait des trucs, alors on ne comprend rien du tout quand on va sur la page. Mais quand il pousse quelque chose, là pareil, on se retrouve avec 500 Russes qui s'inscrivent. C'est assez rigolo. Donc là, on est en train de se lancer aux États-Unis, à San Francisco. Une question indiscrète, comment la pompe Afrique, c'est comment? Alors, en fait, le modèle, il est, comme il y a une communauté de codeurs qui sont passionnés et sur lesquels on peut voir en fait ce qu'ils sont capables de faire, l'idée c'est de le proposer à des entreprises, de venir sponsoriser des événements, en gros, hein, une sorte de hackathon en ligne, pour pouvoir recruter les codeurs. Et en France, ça marche très bien. Parrot, donc tu es macro, quoi. Moi, macro, ouais, d'une certaine manière, ouais. Je peux dire ça comme ça. Non, mais ok. Ça dépend comment tu écris macro. En fait. Mais pas macro programmation. Non, mais j'ai compris. Et non, et ça marche bien en France. On a notamment fait le truc avec Nintendo. Nintendo aujourd'hui, si vous voulez être embauché par Nintendo, il faut aller sur la plateforme Coding Game et réussir un quiz. Et franchement, il est compliqué. On a fait aussi un truc avec Parrot. On a fait un événement qui s'appelait Game of Drones. Et en gros, très chic quand même. Et en gros, il fallait coder l'intelligence artificielle d'un drone et ainsi de suite. Et ils ont invité les 50 gagnants, les 50 meilleurs chez eux. Et ils en ont recruté 5. Et un truc vraiment, une anecdote que j'adore, c'est ils ont recruté notamment le gagnant, qui en fait s'est avéré ne pas être un programmeur professionnel. Il joue un instrument de musique de manière professionnelle. Je me souviens plus ce que c'est, un cuivre. Et en gros, le gars a eu une remarque super, parce qu'en fait ça a mis un peu de temps pour qu'il se décide à rejoindre Parrot, et il a dit bon c'est pas grave, jusqu'à présent je jouais de la musique pendant la semaine et je programmais le week-end, ben maintenant je vais faire le contraire. Et le gars a rejoint la boîte, a rejoint Parrot comme ça. C'est assez sympa. Tu joues d'un instrument de musique? Ouais, j'ai joué un peu de guitare, j'avoue que ça fait... Je jouais chez Red d'ailleurs. Et donc ça c'est mon premier truc, hein, donc essayer d'aider des startups français à s'accélérer ici et en le faisant de manière très hands-on d'une certaine manière avec eux, sans aller trop loin, enfin voilà quoi, d'essayer vraiment de passer du temps. Donc ça c'est une activité. Voilà, et l'autre activité, j'ai toujours voulu tremper un peu le pied dans l'investissement, sauf que je n'ai jamais trop su si j'étais fait pour ça, et donc du coup j'ai trouvé un fonds en France qui s'appelle New Fund, qui est un fonds... C'est le seul qui n'a pas la BPI. En tout cas, c'est un de ceux qui n'a pas la BPI comme investisseur, ce qui est quand même assez rare en France. Je vois Nicolas qui sourit, qui apprécie. Et qui du coup, avec qui on a fait... Donc je suis devenu venture partner dans ce fonds, New Fund, c'est à peu près 110 millions d'euros, quoi. Et l'idée, c'est d'investir dans des dossiers ici. Ils mettent 10, tu mets 1. Ouais, c'est ça, je mets 1, ils mettent 10 et ils me donnent un petit coup de leur carré d'intérêt d'une certaine manière. Et ce qui me permet, moi aussi, parce que je voulais une raison de pouvoir aller voir des entrepreneurs américains. Or, comme mon pedigree d'une certaine manière n'est qu'en France, il me fallait une vraie raison. Donc là, avec un chéquier, au moins j'ai une raison d'aller les voir et de leur proposer des choses et d'identifier des choses. Et du coup, ça marche bien, on vient d'investir là dans une boîte vendredi. C'est un premier investissement, alors c'est c'est à Santa Clara, c'est une société qui s'adresse à tous ceux qui veulent fabriquer du hardware pour leur permettre de le fabriquer plus vite. Alors on est encore, au tout début c'est encore un peu en mode de stealth d'une certaine manière, mais voilà, on teste et puis on verra bien ce que ça va donner. Ça va donner un deal. C'est un parcours intéressant, je crois que je suis sûr que tout le monde est d'accord là-dessus. Je vais maintenant laisser la place aux questions. En tout cas, merci d'être traité si gentiment et si ouvertement aux questions. Et puis, je te jette au lion. Ils ont l'air gentils, ces lions.
Alors le troisième rang, là, j'ai l'impression que c'est un peu plus turbulent là. Mais... Non, vous avez dit que vous avez commencé à faire de la programmation chez vous. C'était en quelle langue? Basique. C'était du basique? Ok. C'était en basique, on avait des numéros de ligne et des go-to. Et après, chez Texas Instruments, ils ont inventé le Extended Basic. Vraiment, c'était un concept. Hein. On avait un peu plus de mémoire. Hein. On avait quelques objets, des sprites. Si je me m'abuse à l'époque. C'était vu. Hein. Et ça a été remplacé par quoi? Basic. C'est toujours basique? Le Basic, ça n'existe plus maintenant. Enfin, si ça doit exister encore quelque part, je ne sais pas qui c'est qui l'utilise. Non, il y a des nouvelles basiques qui ont encore que d'un par contre. Ah oui, c'est vrai, ouais, Microsoft, c'est possible. Il n'y a pas de problème. Bah maintenant, sur Coding Game, on a 20 langages. Il y a 20 langages, donc, parce qu'on considère en plus que maintenant, un bon programmeur, c'est pas forcément lié à un langage en particulier. La plupart, d'ailleurs, maîtrisent plusieurs langages. Et ça va du C, C++, jusqu'au nouveau langage de Google, Lago, Dart, il y en a plein d'autres comme ça. Swift, maintenant, ouais, plutôt chez Apple. Haskell, tous ces trucs-là. Donc il y a plein de nouveautés qui arrivent. Et en plus qui s'adaptent aux problématiques qu'on a. On va dire sur les big data, on a des langages un petit peu différents. Est-ce que tu es venu aux États-Unis pour des raisons essentiellement positives et personnelles, hein, de volonté de voir quelque chose de nouveau, de différent, ou de revenir voir un peu ce que tu avais connu chez Redream? Ou est-ce qu'il y a des trucs en France qui t'ont fait partir? C'est une très bonne question. Je te remercie de me l'avoir posée. Je pense que c'est un tout. Je pense que c'est un tout et tu as raison qu'il y a du positif et un certain négatif. Moi, vraiment, le sentiment que j'ai, c'est c'est plus, je pense que l'économie digitale, elle a besoin de masse critique. C'est-à-dire que dès que tu fais un business dans le digital, tu t'aperçois très vite que tu as besoin de toucher beaucoup de gens parce qu'il doit y avoir des économies d'échelle. Et si tu le fais qu'en France, en tout cas jusque... Maintenant c'est en train de changer depuis 2-3 ans, il y a quand même une prise de conscience. Mais jusqu'à présent, on était encore dans l'idée de se dire bah, on commence par la France et ensuite on va essayer de faire ça dans d'autres pays et ainsi de suite. Et je pense que ça c'est totalement faux. Le marché intérieur français n'est pas suffisant pour pouvoir faire ça. Il faut plutôt raisonner comme les Israéliens et se dire bon bah voilà quoi, ok notre R&D on la laisse chez nous. Mais par contre on va très très vite à l'international. Et pour plein de raisons, parce qu'effectivement comme ça on a tout de suite du feedback de tous les pays, on est sûr que son produit va prendre un chemin on va dire qui correspond, mais aussi pour des raisons internes. Quand tu structures une équipe, si tu la structures sur un marché en particulier au départ, elle va prendre une certaine forme, et puis après même si 2-3 ans tu veux changer la forme, même dans une start-up, c'est pas si simple que ça, il y a des choses qu'il faut modifier, ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment un truc qui était au fond de moi-même. Et donc ça m'amène à venir ici. En plus, du coup, je pense que vraiment le côté hub de la vallée est en train en fait, de s'accentuer plutôt que le contraire. Quoi. On a besoin d'endroits où justement tous les géants ou tous les gens dans le secteur peuvent se rencontrer. Et je pense que c'est ici que c'est en train vraiment de se concentrer. Et en tout cas, mes 2 premiers mois ici, vraiment actifs, me le confirment plutôt. Quoi. Il y a vraiment un côté Marco Polo quoi, qui est assez phénoménal. Quoi. Ça ressemble à quoi un Chinois mais tout le monde vient ici pour en discuter. Après, sur l'aspect, on va dire, impôts, taxes, machin, bon, franchement, je suis pas sûr que ce soit aussi tranché que ça. Il y a du plus, du moins, en fonction des mecs que tu vas voir, tu as plutôt du plus, plutôt du moins. Tout dépend de comment ça va évoluer, comment mon patrimoine évoluera dans les 10-20 dernières années, mais bon, c'est pas un énorme sujet pour moi. Moi, je veux payer plus d'impôts. Et j'ai une méthode pour ça. Je vous la laisse deviner. Non, je pense pas. Il ne faut pas... je pense aussi qu'il faut venir ici parce que c'est... Moi, j'appelle ça le sentier. C'est
c'est ça. Parce que ça va plus vite. Mais justement, puisque vous êtes dans ce hub, justement, est-ce que vous êtes un aventurier, c'est très clair, avec une imagination et un courage incroyable. Et donc, être dans le hub, est-ce que vous le sentez comme son limite d'agent et pouvoir prendre un petit peu de tout ce qui se passe? Ou bien, moi, sur ça, est-ce qu'il y a une crainte ou est-ce qu'il y a au contraire une excitation de trouver tous ces grands? Il y a une forte excitation, je pense, au départ. Après, c'est pas si simple que ça n'y paraît. Je pense que ça, c'est vraiment un truc qui est difficile. Alors là, du coup, même si j'ai pas passé beaucoup de temps ici, j'avoue que ça me sert beaucoup parce que c'est quelque chose que j'avais quand même assez bien intégré, quoi, hein. Les années que j'ai passées ici, c'était quand même assez intensif. Mais pour beaucoup, en fait, de Français qui arrivent, d'entrepreneurs qui arrivent, je pense que là, il y a déjà une vraie décantation qui se fait entre ceux qui s'en rendent compte très vite et sont capables de s'adapter, parce qu'ici, la concurrence est exacerbée par rapport à la France. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup plus de concurrence qu'en France. Il y a en plus le côté ça va vite, c'est aussi ça va vite dans les deux sens. C'est-à-dire ça va vite pour vous dire oui, mais ça va vite pour vous dire non, quoi, ou pour rien vous dire, qui est le cas le plus classique. Et donc en fait, rien n'avance, quoi. Donc quelque part, est-ce que c'est plus facile de lancer une boîte ici ou en France? Je suis pas sûr que ce soit ici, pour être franc. Parce qu'en tout cas, les phases de lancement, je pense qu'en France, on a beaucoup d'aide, on a plus de temps d'une certaine manière, donc on a quand même plus de capacité de prendre des reculs. Par contre, il y a une excitation ici qui est énorme. Il y a tellement de choses à faire que c'est plutôt voilà, le sujet ici de choisir ce qu'on fait, par exemple, est je pense beaucoup plus important ici, même qu'il ne l'est en France. Il y a un côté éducationnel en ce sort. Découvrir des choses. Ah ouais, moi je j'apprends des choses ici. Là, même dans les 2 mois, j'apprends des trucs. D'ailleurs, c'est ce qui me plaît. Parce que j'ai besoin de... Merci. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé entre le moment où tu es parti il y a 18-19 ans et le moment où tu es revenu? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont frappé où tu te dis ça, c'est vraiment pas du tout différence? Que ce soit à titre personnel ou au niveau boulot d'ailleurs. Non, le plus gros truc, je pense que c'est la différence d'équilibre entre San Francisco et la vallée. Alors ça, c'est vraiment, quand on était là, on allait à San Francisco le week-end pour rigoler, puis après on revenait ici. Et là, depuis que je suis à San Francisco, j'ai l'impression qu'il y a vraiment énormément de choses qui sont dans le coin. Quand je veux voir quelqu'un, franchement, c'est 2 fois sur 3, la personne est dans San Francisco, à quelques quartiers de distance. Et le deuxième truc, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes que je vois dans la vallée qui après me disent mais en fait on a ouvert un bureau à San Francisco parce qu'on avait du mal à recruter les jeunes. Et, voilà. Et c'est vrai que la ville de San Francisco elle a vraiment changé, quoi. Enfin, c'est beaucoup plus grand, il y a des immeubles, il y a plein de trucs qui se construisent partout. Ça je pense c'est une vraie différence d'une certaine manière. Alors que je me souviens, cet effet-là, d'avoir toutes les boîtes au coin du quartier, on l'avait chez Harry Dream. Je me souviens très bien, des anecdotes où il y avait des disques durs qui étaient en panne, et puis on regardait dans les pages jaunes, bon alors c'est qui la boîte qui l'a fabriquée, hop, on allait chez eux. Qui sont complètement psychédéliques aujourd'hui. Il y avait ce que moi j'appelle les PC tournevis, c'est-à-dire des Chinois et des Coréens, pour être précis, qui faisaient du PC. Des tournevis. Et en plus, à l'époque, ils n'étaient même pas de l'autre côté de la baie, ils étaient Oui. directement à Santa Clara. Ouais, c'est ça, oui, c'était là. Quelqu'un voulait poser une question de ça, oui. Quel est le profil des boîtes françaises intéressantes que tu vois arriver ici? Profil intéressant dans quel sens? Au terme de capacité de succès ou de... Qui vont avoir du succès, franchement c'est difficile à dire, mais moi je pense qu'il y a en gros deux segments, moi je dirais. Il y a ceux qui créent en France et qui ont dans les fondateurs un profil déjà suffisamment international et expérimenté. Là c'est plutôt en général second time entrepreneur, le mec a déjà fait des choses aux US. Et parmi ceux-là, il y en a certains qui comprennent qu'il faut qu'ils aillent très vite aux US. Ça peut être aussi des entrepreneurs qui ont un historique américain. Tu vois, fait des études aux US, et pour qui le fait de venir aux US n'est pas aussi effrayant que ça. Et pour cela, il y en a beaucoup qui viennent et créent ici finalement.
ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a par exemple beaucoup de polytechniciens. Ça, c'est un truc qui m'a frappé aussi. Tu dis dans les choses qui m'ont frappé. Sur les 2 mois, je n'ai jamais vu autant de polytechniciens que ces 2 mois-là, et qui sont tous en train de créer des boîtes. Alors, plus ou moins bien, et ainsi de suite. C'est pourquoi, non? Parce que l'État français leur paye Stanford et Berkeley en école d'application. Un code de plus. Peut-être que c'est après, il reste. C'est bizarre. Donc voilà, ça. Voilà. Ben, ça, c'est un profil, d'accord. Et le deuxième, je pense que c'est plutôt des boîtes qui réussissent quand même à démarrer en général en France, avec une vision internationale, mais sans trop savoir comment faire, et qui atteignent quand même un premier niveau où elles peuvent, d'une certaine manière, lever des fonds progressivement, et qui là, elles, vont venir dans un deuxième temps quand même. C'est dans la continuité du début, on va dire, mais c'est pas forcément la création, c'est plutôt, on va dire, 1 à 2 ans après, en ayant déjà avancé quelques petites choses, structuré des équipes en France. Et celle-là, généralement, elle se structure dans un modèle plutôt avec de la R&D en France, et des structures, on va dire, de développement business, marketing, commercial ici. Alors après, là, petit à petit, quand ça grandit, il y a un peu de techniques, de support, de mise en place d'avant-vente éventuellement qui se met en place ici, mais il y a un truc beaucoup plus équilibré d'une certaine manière, ou en tout cas avec une partie de la valeur, en tout cas de la capacité de raisonnement qui reste en France. Bon, bah, écoute, on va, je vais te remercier. Merci. On peut continuer la discussion plus tard.